j'ai accepté de lui prêter les 40 000 € supplémentaires qu'il réclamait, avec un calme qui m'a surpris moi-même, comme si j'avais répété cette scène dans un rêve récurrent. Mon frère, ce parasite aux yeux fuyants, m'a fixé avec une gratitude feinte, ignorant que ce rendez-vous chez nos parents défunts serait son enterrement de vie de famille. Et quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai sorti de l'armoire la lettre jaunie que notre mère avait cachée pendant 30 ans, la preuve irréfutable que sa naissance n'était pas un miracle, mais un mensonge qui avait pourri nos vies. Ce soir-là, sous le toit qui nous avait vu grandir à Saint-Germain-des-Prés, j'ai vu son masque se fissurer pour la première fois, et j'ai compris que la vengeance n'est pas un cri, mais un murmure qui ronge l'âme jusqu'à l'os. Il a supplié, oh oui, il a supplié comme un chien battu, mais les mots que j'ai lâchés étaient plus aiguisés qu'un scalpel. Tu n'es pas mon frère, Alexandre. Tu es le bâtard que papa a ramené d'une nuit d'ivresse à Montmartre, et maman l'a su dès le premier regard. Les 40 000 €? Un appât pour le ramener dans la fosse aux serpents. Paris bruissait au loin, indifférente, tandis que dans cette maison figée dans les années 60, je dévidais le fil de notre histoire commune, ce tissu d'illusions que j'avais tricoté patiemment pendant des années. Il s'est effondré sur le canapé usé, les mains tremblantes, et j'ai presque eu pitié presque. Mais la pitié est pour les faibles, et moi, j'avais attendu ce moment comme un vinyle rayé qui tourne inlassablement sur la vengeance. Filin. La sonnerie de mon téléphone a retenti comme un glas matinal, ce mardi de novembre où la Seine charriait déjà ses premières glaces. C'était Alexandre, bien sûr, avec sa voix mielleuse qui masquait à peine le désespoir. « François, il faut qu'on parle. J'ai besoin de toi, une dernière fois. 40 000 €, et je te jure, c'est la bonne cette fois. » J'ai ri intérieurement, un rire sec comme les feuilles mortes qui tapissaient les quais de la rive gauche. La bonne foi? Comme les cyprès précédents, englouti dans ces folles spéculations boursières ou ces nuits trop longues dans les cabarets de Pigalle. J'ai hésité, feignant la surprise, alors que mon cœur battait un rythme martial, forgé dans les forges invisibles de la rancune. D'accord, Alexandre. Mais pas ici, à mon bureau du Marais. Chez maman et papa, à l'ancienne maison. Tu te souviens? Les dimanches pluvieux, les rires forcés autour du pot-au-feu. Il a bredouillé un oui, soulagé, ignorant que j'avais déjà verrouillé les serrures de son destin. La maison familiale, ce mausolée bourgeois aux murs tapissés de regrets, serait le théâtre parfait. Pas de témoins, pas d'échappatoire, juste l'écho de nos secrets qui remonteraient comme des bulles de champagne éventées. Je raccrochais et me levais de mon bureau, où les dossiers s'empilaient comme des tombes en carton. Architecte de formation, j'avais passé ma vie à construire des illusions pour les autres, des lofts haussmanniens pour des cadres stressés, des extensions vitrées pour des familles en miettes. Mais pour Alexandre, mon aîné de 3 ans, j'avais bâti un château de sable financier, grain par grain, prêt après prêt, jusqu'à ce que la marée de sa dette nous submerge tous les deux. 200 000 € au total, siphonnés depuis notre héritage commun après la mort de nos parents en 2018. Et maintenant, ces 40 000 de plus? C'était le clou final, le dernier acte d'une pièce que j'avais écrite seul. En descendant les escaliers de mon immeuble du 4e arrondissement, l'air froid de Paris me gifla comme une vieille connaissance. Les passants pressés, emmitouflés dans leurs écharpes Hermès, ignoraient les drames qui se nouaient derrière chaque façade crème. Moi, je marchais vers le métro, le cerveau en ébullition. Pourquoi lui? Pourquoi ce frère qui avait toujours été le soleil de la famille, le golden boy aux notes brillantes au lycée Henri IV, le premier à décrocher un poste chez BNP Paribas? Moi, l'ombre, le second, bon en maths mais médiocre en charisme. François est fiable, disait papa, avec ce ton qui sonnait comme une condamnation. Fiable. Le mot qui m'avait enchaîné à la vie des autres. Le trajet en ligne 4 fut un tunnel de souvenirs. Je revoyais Alexandre à 16 ans, rentrant triomphant d'une bourse d'études à Sciences Po, tandis que je grattais des plans pour des clients pingres. Il avait tout, le sourire, les filles, l'avenir radieux. Et moi? J'avais hérité de la maison, de la dette hypothécaire, et de ce rôle ingrat de gardien du foyer. Quand maman est morte d'un cancer foudroyant, c'est moi qui ai veillé les nuits, pas lui. Lui était à Londres, en mission professionnelle. Et papa, ce colosse effondré par la perte, avait murmuré un soir, ivre de calva, quelque chose sur le secret d'Alexandre. Je n'avais pas creusé alors. Erreur de jeunesse. À la station Odéon, je sortis et hélai un taxi. Direction le 7e, vers l'appartement de notre notaire de famille, Maître Lefebvre. J'avais besoin de copies des testaments,
de ces papiers jaunis qui contenaient plus que des legs, la clé de la serrure. Lefebvre m'accueillit avec son sourire pincé, habitué aux querelles fraternelles des bourgeois parisiens. Monsieur Duval, toujours aussi ponctuel. Il me tendit un dossier, et je l'ouvris fébrilement. Là, entre les lignes sur l'héritage partagé, une note manuscrite de maman, Alexandre n'est pas de son sang. Demande à ton père, si le moment est venu. Le moment était venu, oh oui. De retour dans le taxi, le papier brûlait dans ma poche comme un charbon ardent. 30 ans de mensonges. Papa avait eu une liaison, une danseuse de cabaret à Montmartre, et Alexandre était le fruit de cette nuit volée. Maman avait su, pardonner pour la famille, mais emporter le secret dans sa tombe. Et moi? J'avais payé pour ce mensonge, financièrement, émotionnellement, jusqu'à l'os. Alexandre, ce faux frère, avait profité de tout, l'amour, l'argent, la légitimité. Les 40 000 euros? Ce serait le prix de son admission au jugement dernier. La maison familiale apparut au détour d'une rue calme du 7e, ses volets verts mi-clos comme des paupières lourdes de sommeil. J'entrai, l'odeur de cire et de lavande me sautant à la gorge. Les meubles Louis-Philippe, les tapis persans usés, les portraits à l'huile de nos ancêtres ont tout crié l'illusion d'une lignée pure. Je montai à l'étage, vers la chambre de maman, et fouillai l'armoire. Là, dans une boîte à chaussures, la lettre, 3 pages d'une écriture tremblante, datée de 1985. Mon chéri François, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Ton frère. Il n'est pas à nous. Ton père l'a reconnu pour sauver les apparences, mais son sang est ailleurs. Ne le hais pas, il est innocent. Mais protège-toi. Innocent? J'ai froissé le papier dans mon poing. Innocent de quoi? D'avoir sucé la moelle de notre vie? Le soir tombait quand Alexandre sonna à la porte. Je l'accueillis avec une accolade forcée, sentant son corps tendu sous le costume froissé. François, merci d'être venu. J'ai merdé, je sais. Mais avec ces 40 000, je relance mon affaire de trading. Ça va marcher, je te le jure. Nous nous assîmes au salon, autour de la table en acajou où papa taillait ses pipes. Je sortis l'enveloppe gonflée de billets faux, bien sûr, prélevés sur un compte test que j'avais ouvert pour l'occasion. Tiens, Alexandre. Mais signe ça d'abord. Un papier anodin, un engagement de remboursement, pour le faire parler, pour le faire baisser la garde. Il signa, les yeux brillants d'avidité, et avala une gorgée de cognac que je lui tendis. À la famille, hein, dit-il, levant son verre. Je souris, un sourire de loup. À la famille, oui. Raconte-moi, comment en es-tu arrivé là? Tes investissements foireux, tes dettes de jeu au cercle de l'Union. Il rougit, balbutia des excuses. Et c'est là que je lâchai la première mèche, tu sais, maman m'a laissé une lettre. Sur papa. Sur toi. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il rit nerveusement. Quoi, encore ces vieilles histoires? Papa était un saint. Un saint? J'ai sorti la lettre, la posant sur la table comme une grenade dégoupillée. Lis, Alexandre. Lis à voix haute. Sa voix chevrota sur les mots, son sang est ailleurs. Le silence qui suivit fut un abîme. Il releva la tête, blême. C'est une blague, François? Maman était folle vers la fin. Mais je voyais la fissure, la peur primitive qui rampait dans ses pupilles dilatées. Non, c'est la vérité. Tu n'es pas un Duval. Tu es le fils d'une inconnue, reconnue par pitié. Et nous, on a payé pour ton mensonge. Il se leva d'un bond, renversant son verre. Espèce de salaud. Tu inventes ça pour me couler. Mais ses poings tremblaient, et je restais assis, calme comme un lac gelé. Assieds-toi. Il y a plus. Les 200 000 que tu m'as pris? C'était l'héritage de maman, destiné à moi seul. Papa l'avait stipulé dans un codicille que le notaire a perdu. Grâce à toi, j'imagine. Mensonge? Peut-être pas, Lefebvre avait laissé entendre des irrégularités. Alexandre s'effondra, les larmes coulant enfin. Je ne savais pas. J'avais besoin d'argent, François. Pour Claire, pour les gosses. Ne fais pas ça. Claire, sa femme, cette blonde aux airs de mannequin des Champs-Élysées, qui ignorait tout de ses dettes. Les gosses, ces neveux que j'adorais, innocents dans ce bourbier. Une pointe de remords? Non.
La vengeance est un feu qui consume tout, même les innocents. Demain, je contacte l'avocat. Tout sera révélé, à Claire, à tes patrons, au fisc. Tes 40 000. Considère-les comme ton dernier salaire de faux frère. Il hurla, un cri primal qui fit vibrer les vitres. Mais dehors, Paris continuait sa valse indifférente, et moi, je sentais pour la première fois le goût doux amer de la justice. La nuit s'étira comme une toile d'araignée dans la maison, tissée de silences coupants et de regards assassins. Alexandre arpentait le salon, un lion en cage dont les barreaux étaient faits de mots inavouables. Moi, je m'étais retiré dans la cuisine, feignant de préparer un café, mais en réalité, écoutant chaque pas, chaque souffle saccadé. L'adrénaline coulait dans mes veines comme un poison exquis, aiguisant mes sens. 30 ans à ravaler ma rage, à sourire au dîner de famille où il trônait en héros prodigue, et voilà que le damasquin se déchirait sous mes doigts. François, attends. On peut en discuter, non? Sa voix filtra à travers la porte, suppliante, brisée. Je revins, 2 tasses fumantes en main. Discuter? Comme tu as discuté quand tu as hypothéqué la maison sans me prévenir, en 2020? Pour ton projet vinicole en Provence qui n'a jamais vu le jour? Il prit la tasse, les mains tremblantes, et but une gorgée brûlante, grimaçant comme si c'était du vitriol. C'était un investissement. J'allais rembourser. Tu sais que je t'aime, petit frère. Petit frère. Ces mots, qui m'avaient bercé d'illusions enfantines, sonnaient maintenant comme une insulte. Je m'assis en face de lui, sous le portrait de papa, ce regard sévère de banquier à la retraite qui semblait nous juger du haut de sa toile. L'amour? C'est ça que tu appelles l'amour, quand tu m'as laissé payer les factures médicales de maman seule, pendant que tu voyageais à Cannes? Il baissa les yeux, et je vis le premier craquement, la culpabilité, cette bête qu'il avait nourrie en secret. J'étais perdu, François. Le divorce de Claire m'a achevé. Les avocats, les pensions. J'ai cru que le trading me sauverait. Claire. Ah, Claire. Je l'avais aimée comme une belle-sœur idéale, ces étés à Deauville où elle riait à mes blagues fades, ignorant que son mari me pompait jusqu'à la moelle. Et maintenant, tu veux 40 000 de plus pour sauver ton mariage? Pathétique. Je sortis mon téléphone, feignant de composer un numéro. Un appel à Claire, et tout s'effondre. Elle saura pour la lettre, pour ton sang ailleurs. Et tes fils? Comment expliqueront-ils à l'école que leur père est un imposteur? Il bondit, me plaquant contre le dossier du fauteuil. Ne fais pas ça. Ils sont innocents. Ses mains sur mes épaules, chaudes et moites, me ramenèrent à l'enfance, ses bagarres pour un jouet, ses rires essoufflés après. Mais l'illusion s'était brisée. Je le repoussai doucement, mon regard planté dans le sien. Innocent, comme toi quand tu as convaincu papa de te léguer sa montre en or, en prétendant que c'était tradition fraternelle. Moi, j'ai eu les dettes. Il recula, titubant, et s'écroula sur le tapis. Je ne me souviens pas. C'était il y a si longtemps. Longtemps? Les cicatrices ne s'effacent pas avec le temps, elles s'infectent. Je m'agenouillai près de lui, la voix basse, presque intime. Raconte-moi, Alexandre. Ta mère biologique. Papa t'en a parlé? Il secoua la tête, mais ses lèvres tremblaient. Jamais. Juste. Une fois, quand j'avais 10 ans, il m'a dit « Tu es spécial ». Je pensais que c'était de l'amour. Spécial. Le mot qui avait forgé sa vanité, son arrogance. Moi, j'avais été fiable, lui spécial. Et maintenant, la vérité le rongeait comme un acide. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, ou plutôt, je le fis parler. Des confessions arrachées comme des dents carriées, ses dettes de jeu au casino de Paris, ses maîtresses éphémères pour combler le vide, son alcoolisme larvé qui avait fait fuir Claire à plusieurs reprises. Je suis un raté, François. Mais toi, tu as toujours été le fort. Le fort? J'éclatai d'un rire amer. Le fort? Celui qui porte le fardeau pendant que l'autre danse? Non, Alexandre. J'ai été le con. Le soleil se leva sur les toits du 7e, filtrant à travers les rideaux de dentelle, illuminant la pièce d'une lumière crue qui ne pardonnait rien. Il était affaissé, vieilli de 10 ans en une nuit, ses cheveux poivre et sel en désordre. Qu'est-ce que tu veux, vraiment? L'argent? Prends-le. La maison? Elle est à toi.
Je secouai la tête, sortant la lettre froissée. Je veux la vérité. Appelle Claire. Dis-lui tout. Sur ta naissance, sur nous. Ses yeux s'emplirent de terreur pure. Non. S'il te plaît. Elle me quittera. Les garçons. Les garçons. Lucas et Théo, 7 et 10 ans, avec leur sourire qui illuminait mes week-ends solitaires. Étais-je prêt à les briser pour punir leur père? La vengeance est un miroir déformant, elle te renvoie ton propre visage tordu. Mais je tins bon. Fais-le, ou je le fais moi-même. Et le notaire, le fisc, tes collègues de la banque. Imagine les titres dans le Figaro, héritier Duval, bâtard endetté au point. Il saisit son téléphone, les doigts engourdis, et composa le numéro. Claire? C'est moi. Il faut qu'on parle. C'est important. J'écoutais depuis l'autre pièce, le cœur serré comme un poing. Sa voix se brisa sur les mots « Je ne suis pas qui tu crois », et les sanglots de Claire résonnèrent comme un requiem. Quand il raccrocha, il me regarda, vidé. Satisfait? Pas encore. La dette n'était pas que financière, elle était viscérale. Maintenant, la banque démissionne. Avoue tes malversations. Il obéit, d'une voix monocorde, laissant un message à son patron qui sonnait comme un suicide professionnel. Midi sonna à l'horloge du salon, et avec elle, une étrange paix. Alexandre s'endormit sur le canapé, épuisé, tandis que je sortais marcher dans les rues. Paris vibrait, les cafés du boulevard Saint-Germain bondaient, les vendeurs de marrons chauds diffusant leur odeur sucrée. Une femme me sourit, et pour la première fois depuis des mois, je sentis un frisson de vie. La vengeance n'efface pas la douleur, mais elle la redistribue, comme un poker truqué où le bluffeur perd tout. De retour, je le trouvais éveillé, les yeux rougis. Pourquoi, François? Pourquoi maintenant? Je m'assis près de lui, posant une main sur son épaule ou un geste presque fraternel, malgré tout. Parce que tu m'as volé ma place, Alexandre. Pas l'argent, mais l'identité. J'ai grandi dans ton ombre, payant pour un frère qui n'en était pas un. Il hocha la tête, brisé. Je suis désolé. Vraiment. Désolé. Le mot le plus creux du dictionnaire français. L'après-midi s'écoula en confessions anodines, souvenirs d'enfance, de Noël au coin du feu, de disputes pour la télé. Mais sous-jacent, le poison suintait. Quand le soir tomba, je lui tendis les clés de la maison. Reste ici cette nuit. Réfléchis. Demain, on signe les papiers pour le remboursement en levrette. Il acquiesça, vaincu, et je partis, le cœur plus léger qu'une plume. Dans le taxi vers le Marais, je pensais à maman, avait-elle voulu ça? Sa lettre était un cadeau empoisonné, une libération tardive. Mais la nuit n'apporte pas que le repos. À 2 heures du matin, mon téléphone vibra, un message d'Alexandre. Je pars. Ne me cherche pas, pardonne-moi. Suivi d'une adresse, un hôtel miteux près de la gare du Nord. Panique? Non, calcul. Il fuyait, mais je le rattraperai. La dette fraternelle ne s'éteint pas, elle fermente. Le lendemain, Paris s'éveilla sous un ciel de plomb, la Seine gonflée par une pluie fine qui tambourinait sur les toits comme des regrets insistants. J'appelai le bureau pour une journée de congé aux affaires familiales, dis-je à ma secrétaire, qui compatit avec un courage, patron. Courage. Ironie du sort. Moi qui avais toujours été le roc, voilà que je courais après un fantôme endetté dans les bas-fonds de la capitale. L'hôtel de la rue de l'Ancry était un reliquat des années 70, façade écaillée et néons clignotants qui promettait chambre libre comme une promesse de solitude. La réceptionniste, une femme aux cheveux teints en rouge et au regard blasé, me toisa. Monsieur Duval? Votre frère a payé pour 2 nuits. Chambre 12, au fond. Je montai l'escalier grinçant, l'odeur de moisi et de tabac froid me prenant à la gorge. Devant la porte, j'hésitai à un instant de faiblesse, où la voix de maman murmura « Protège-toi ». Puis je frappai. Alexandre ouvrit, les traits tirés, une barbe naissante ombrant son menton. Tu m'as trouvé. Pas une question, une constatation. Il s'effaça pour me laisser entrer. La chambre était un cagibi, lit défait, valise ouverte vomissant des chemises froissées, une bouteille de whisky entamée sur la table de chevet. Assieds-toi, François. On finit ça. Je m'installai sur la chaise bancale,
observant la fenêtre qui donnait sur un puits d'air sombre. Finir quoi? Ta fuite? Claire a appelé hier soir. Elle veut le divorce. Il s'assit sur le lit, les coudes sur les genoux, la tête basse. Je sais. Et le boulot? Ils m'ont viré ce matin. Conflit d'intérêts, ont-ils dit. Mais c'est toi, hein? Tu as parlé. Je haussai les épaules. Non. Tes dettes ont parlé pour toi. Le fisc fouille déjà. Mensonge pieux, j'avais glissé un mot anonyme à un contact au trésor public, un vieil ami de promo à l'école des ponts. La vengeance est un art patient, comme sculpter la pierre, un coup de burin à la fois. Il leva les yeux, rougi par l'alcool ou les larmes. Pourquoi me traquer? Laisse-moi partir. J'irai en province, recommencer. Recommencer. Le mot qui avait hanté ma propre vie, après l'échec de mon premier mariage, après la mort de papa, après chaque prêt accordé à ce vautour. Partir? Et laisser les garçons sans père? Claire sans pension? Il ricana, un son rauque et brisé. Tu parles comme un prêtre, François. Mais toi, qu'as-tu? Une maison vide, un boulot qui te ronge, aucune famille. Touché. La flèche frappa juste, au plexus. Ma solitude, ce vide que je comblais avec des plans d'architecte et des vers solitaires au comptoir du bac. Au moins, j'ai la vérité. Toi, tu vis dans le mensonge depuis ta naissance. Il se redressa, une lueur de défi dans les yeux. Et si je te disais que papa m'a tout avoué? À 16 ans. Tu es spécial parce que tu es à moi seul, a-t-il dit. Pas bâtard, choisi. Choisi? Mon estomac se noie. Était-ce possible? La lettre de maman. Un doute semé pour me protéger, ou pire, pour me manipuler? Nous parlâmes non, nous nous écorchâmes pendant des heures. Il déroula son parchemin de justification, l'enfance volée par le divorce de ses vrais parents, la danseuse avait fui, laissant papa seul avec un nourrisson, l'adolescence marquée par la peur d'être rejeté, l'âge adulte saboté par cette ombre. J'ai aimé maman comme la mienne, François. Et toi, comme mon frère. Les prêts. C'était de la panique, pas de la malveillance. Panique. Le mot claqua comme une excuse bidon. Panique? Tu as falsifié ma signature pour le dernier crédit. Il pâlit. Comment tu? J'ouvris mon téléphone, montrant les relevés bancaires que j'avais obtenus via un hacker freelance 500 € bien dépensés. Je sais tout, Alexandre. Tes 40 000 demandés? Pour payer un bouquet à Auteuil, pas pour Claire. Il s'effondra en sanglots, un homme de 45 ans réduit à un enfant. Je sentis alors le revers de la médaille, la pitié, cette traîtresse qui adoucit les lames. Arrête. On peut réparer. Rembourse ce que tu peux, et on oublie la lettre. Oublier? Trop tard. La graine était plantée. Il releva la tête, une étincelle nouvelle dans le regard. Réparer? En te donnant ma part de la maison? Elle vaut 1,2 million. Prends-la. Mais en échange, jure de ne rien dire au garçon. Un marché? La tentation me picota. La maison, symbole de notre enfance empoisonnée, libérée de sa présence. D'accord. Mais tu signes devant notaire. Et tu disparais de Paris. Nous sortîmes ensemble, sous la pluie qui avait cessé, laissant des flaques miroitantes sur le trottoir. Le métro nous avala, direction le cabinet de Lefebvre dans le 8e. Le notaire, avec son air de hibou sagace, nous accueillit sans un mot sur nos mines défaites. Vente de part indivise, murmura Alexandre en signant, sa main ferme malgré tout. 600 000 € virés sur mon compte un début. C'est fini, dit-il en sortant, me tendant la main. Je la serrai, sentant les callosités d'une vie de faux-semblant. Mais rien n'est fini en drame familial. Le soir, seul dans mon loft, je fixai le virement sur l'écran. Victoire? Ou poison lent? Un appel de Claire brisa le silence. François, qu'as-tu fait à mon mari? Sa voix, un mélange de rage et de désespoir. Il m'a tout dit. La lettre, les dettes. Tu es un monstre. Monstre? Le mot ricocha dans ma poitrine. Il a menti pendant des années, Claire. Je l'ai libéré. Elle raccrocha, un clic sec comme un couperet.
Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre quitta Paris pour Lyon, un poste subalterne dans une agence immobilière. Ironie du sort, lui l'ex-banquier réduit à vendre des T2 en banlieue. Les garçons vinrent chez moi le week-end, leurs yeux interrogateurs. « Où est papa » demanda Lucas, serrant son doudou. « En voyage » mentis-je, le cœur pincé. Théo, plus grand, me fixa, « C'est à cause de l'argent, hein ?» Comme dans les films. Les enfants voient clair, même dans le brouillard adulte. Et moi? Je repris le bureau, les plans, la routine. Mais la nuit, les fantômes veillaient. Rêve de papa confessant tout, de maman riant de son secret. Étais-je le vengeur, ou le bourreau d'une famille déjà brisée? Un mois plus tard, un colis arriva, la montre en or de papa, avec une note, pour le vrai fils. Ah! Un geste? Ou manipulation finale? La dette s'apaisa, mais le vide grandit. Paris, avec ses lumières éternelles, me semblait soudain un décor vide. J'appelai Claire pour un café, tentative maladroite de réparation. « Pas encore » dit-elle. « Mais merci de l'avoir forcé à grandir. » Grandir. Peut-être que la vengeance, au fond, n'est qu'un accouchement douloureux. Hiver s'installa sur la ville comme un manteau gris, la neige rare effleurant les toits haussmanniens d'un voile éphémère. Noël approchait, et avec lui, le premier sang Alexandre depuis l'enfance. Les garçons étaient chez moi pour les vacances, transformant mon loft en champ de bataille de jouets et de rires forcés. Lucas construisait des tours Lego instables, Théo dessinait des familles idéales où papa rentrait toujours à la maison. Moi? Je cuisinais des crêpes maladroites, feignant l'allégresse, mais mon esprit vagabondait vers la maison du 7e, vide désormais de sa présence toxique. Claire avait entamé la procédure de divorce, un rouleau compresseur légal qui broyait Alexandre à distance. Elle m'appelait parfois, tard le soir, sa voix un mélange de confessionnal et de reproche. Il m'écrit tous les jours, François. Des lettres pathétiques. Je change, pour toi, pour les enfants au point. Je l'écoutais, un verre de Bordeaux à la main, sentant le poids de ma responsabilité. Laisse-le saigner un peu. Il apprendra. Mais au fond, doutais-je? La vengeance m'avait-elle transformé en ce que je haïssais le plus, un manipulateur froid? Un soir, après avoir couché les garçons, je fouillais les cartons de la maison familiale. J'y passais désormais des week-ends solitaires, rénovant pour vendre. Dans le grenier, sous des toiles d'araignée, une boîte oubliée, photo jaunie, lettre de papa à sa Lila, la danseuse. Alexandre enfant, potelé et rieur, dans les bras d'un homme qui n'était pas encore brisé. Une photo me frappa, papa et moi, à la pêche en Bretagne, nos sourires complices. Pas d'Alexandre. Était-ce déjà le début de la fracture? Le téléphone sonna au numéro inconnu. François? C'est moi. Sa voix, rauque, chargée d'alcool. Joyeux Noël. Ironie amère. Où es-tu? Demandai-je, malgré moi. À Lyon. Dans un studio pourri. Mais j'ai un boulot stable. Et j'ai vu un psy. Un psy. Le Golden Boy en thérapie? Bien. Et Claire? Silence pesant. Elle veut la garde exclusive. Je signe, François. Pour eux. Pour eux. Le sacrifice, ou l'abandon? Nous parlâmes une heure, un fil ténu reliant nos solitudes. Il avoua ses nuits blanches, hantées par la lettre, moi, mes doutes sur ma propre cruauté. Tu m'as sauvé, en un sens. Sans toi, j'aurais continué à mentir. Sauvé. Le mot me brûla. Était-ce ça, la vraie dette? Pas l'argent, mais l'honnêteté arrachée au forceps? Reviens pour les garçons, un jour. Pas comme frère, mais comme père. Il rit, un rire cassé. Frère? On l'a jamais été, hein. Le nouvel an me trouva sur les quais, feux d'artifice éclatant au-dessus de la tour Eiffel comme des regrets illuminés. Seule, une femme nommée Élodie rencontrée à un vernissage m'accompagna. Son rire franc dissipa un instant l'ombre. Tu sembles porter le monde sur tes épaules, dit-elle, sa main effleurant la mienne. Peut-être. Mais pour la première fois, je sentis l'envie de lâcher prise. Printemps revint, et avec lui, les premières fissures dans mon armure. La maison vendue à un couple d'Américains en amoureux, l'argent réinvesti dans mon cabinet et expansion vers des projets éco-responsables en banlieue. Les garçons s'adaptaient,
Théo excellait en foot, Lucas découvrait la guitare. Claire et moi déjeunions parfois, une alliance fragile contre le fantôme d'Alexandre. Il appelle les enfants tous les week-ends, me dit-elle un jour, au Flore. Il a changé, je crois. Changé? Je le testais lors d'une visite surprise à Lyon, prétextant un chantier ferroviaire. Il m'accueillit dans son studio modeste, mur nu et frigo presque vide. Entre, petit frère. Le mot, sans ironie cette fois. Nous marchâmes le long de la Saône, sous un soleil timide, parlant de tout et de rien, le vin local, les souvenirs de Paris. Puis, le vif du sujet, j'ai remboursé 20 000 € sur ton compte. Le reste en mensualité. Je hochai la tête, surpris. Pourquoi? Il haussa les épaules. Parce que c'est juste. Et parce que je te dois plus que de l'argent. La Saône charriait ses secrets, et pour la première fois, je vis en lui non l'ennemi, mais un miroir, deux hommes cabossés par le même mensonge familial. Papa t'aimait, tu sais. Plus que moi, peut-être. Il s'arrêta, les yeux humides. Non. Il t'a choisi pour l'héritage. Moi, il m'a gardé par culpabilité. Culpabilité. Le ciment de notre non-fraternité. De retour à Paris, un malaise s'insinua. Élodie remarqua, tu rumines encore? Nos dîners devenaient réguliers, ces questions sont dans mes abysses. Ta famille. C'est comme un roman de Simenon, hein? Sombre et vrai. Simenon. Oui, gai et logique, comme le gu français. Mais au lit, lové contre elle, je chuchotai la vérité sur Alexandre. Elle écouta, sans jugement. La vengeance t'a libéré, François. Ne la regrette pas. Pourtant, l'été apporta le contre-coup. Une lettre de Claire, Alexandre a tenté de se suicider. Overdose de cachet. Il est en réa à l'Hôtel-Dieu. Le monde bascula. Je sautai dans le TGV, le cœur en vrac, maudissant ma lame trop aiguisée. À l'hôpital, il gisait pâle, tubulure et bip monotone. Idiot, murmurai-je, prenant sa main froide. Les médecins, il a laissé une note. Désolé pour tout au point. Les jours suivants furent un brouillard, visite au garçon, cri avec Claire, c'est ta faute, nuit blanche à veiller son lit. Il se réveilla faible, les yeux fuyants. Pourquoi, François? Pourquoi m'as-tu poussé là? Je serrai les dents. Pour te réveiller. Et ça a marché, non? Il pleura, et je pleurai avec lui aux larmes de rage, de soulagement, de ce lien tordu que le sang, ou son absence, avait forgé. Sorti de l'hôpital, il revint à Paris temporairement, logeant chez moi. Une cohabitation étrange, café partagé, silence lourd, mais aussi rire sporadique devant un match de foot. Tu sais, la montre de papa. Garde-la. Elle te va mieux. Un geste de paix? Ou capitulation? Élodie observa, patiente, donne-lui du temps. À tous les deux. L'automne feuilleta ses pages, et la dette se dissipa comme une brume. Alexandre trouva un équilibre, thérapie, boulot modeste, visite aux enfants. Moi, je construisis non plus des murs, mais des ponts. Avec Élodie, une vie naissante, avec Claire, une amitié naissante, avec lui, une fraternité recomposée, bâtarde mais vraie. Octobre peignit la ville en ocre et roux, les feuilles du Luxembourg crissant sous les pas des amoureux insouciants. Alexandre s'était installé dans un petit appartement du 13e, près de la bibliothèque François Mitterrand. Ironie, un nom pour un président bâtisseur, comme moi. Nos rencontres étaient rituelles, un déjeuner aux zincs du quartier latin, où il payait sa part avec une fierté nouvelle. J'ai économisé pour ça, disait-il, glissant un billet de 20. Petite victoire, qui égratignait encore ma rancune latente. Élodie et moi avions officialisé, un week-end à Honfleur, où la mer normande lavait les âmes. Raconte-moi tout, sans filtre, avait-elle demandé, levée sous les draps d'un hôtel Belle Époque. Et j'avais déversé, la lettre, les prêts, le piège chez les parents. Elle avait écouté, ses doigts traçant des cercles sur mon dos. C'est du Maupassant pur, la boule de neige de la haine qui finit par tout emporter. Mais toi, tu as survécu. Survécu. Oui, mais à quel prix? Claire, de son côté, naviguait le divorce comme une tempête maîtrisée. Il est clean depuis 3 mois, me confia-t-elle un soir, au téléphone. Les garçons l'adorent toujours. Et toi? Merci d'avoir été le méchant.
Le méchant. Le rôle que j'avais endossé, cape lourde mais nécessaire. Les enfants, eux, ignoraient encore la lettre d'un secret que nous jurâmes de garder, pour leur innocence. Mais les ombres ressurgissaient. Un soir, Alexandre m'invita chez lui, un dîner simple, bœuf bourguignon tiré d'une recette de maman. Pour exorciser, dit-il, versant du vin. Nous trinquâmes à la famille recomposée. Puis, après le fromage, il posa la question fatidique, et si on faisait un test ADN? Pour de bon. Finir ça. Mon verre trembla. Pourquoi rouvrir la plaie? Il haussa les épaules. Pour savoir. Papa est mort sans dire, maman avec son secret. Moi, je veux la paix. Paix. Le mot flottait comme une bouée dans la tempête. J'acceptai, et une semaine plus tard, dans un labo discret de la rue de Rivoli, nous crachâmes dans des tubes stériles. Attente de 15 jours, des nuits où je revivais l'enfance, ces pique-niques au bois de Boulogne où papa favorisait toujours son spécial. Élodie me soutenait, quel que soit le résultat, c'est ton frère par choix maintenant. Le jour J, nous nous retrouvâmes au café de Flore, bastion des existentialistes. L'enveloppe scellée entre nous, comme une sentence. Alexandre l'ouvrit, ses yeux scannant les lignes. Négatif, murmura-t-il. Pas de lien génétique. Le monde s'arrêta. Pas de sang Duval en lui. Confirmation du mensonge. Mais au lieu de triomphe, un vide. Et alors, demandai-je, la voix rauque. Il sourit, triste. Et alors, rien. Tu restes mon frère. Le seul que j'ai. Ce moment fut un pivot, la vengeance, vidée de son carburant, se mua en pardon maladroit. Nous pleurâmes au milieu du café, indifférents au regard curieux. Dehors, la pluie d'automne nous lava, et pour la première fois, je sentis le poids s'alléger. Les 40 000 restants? Oublie-les, dis-je. Il secoua la tête. Non. Je paie jusqu'au bout. C'est ma dette. L'hiver revint, mais plus doux. Élodie et moi parlâmes mariage discret, à la mairie du 4e, avec les garçons comme témoins. Alexandre fut invité, et il vint, costume impeccable, un toast à la main, à François, l'architecte de nos vies brisées et rebâties. Claire, présente aussi, leva son verre, un éclat complice dans l'œil. Les enfants coururent, riant, et Paris scintilla dehors comme une promesse tenue. Pourtant, le drama n'est jamais linéaire. Printemps 2026, une lettre anonyme glissa sous ma porte, ton frère ment encore. Vérifie ses comptes. Paranoïa? Ou intuition? Je fouillai discrètement, un petit prêt à un ami, rien de grave. Mais le doute s'insinua, un verre dans le fruit. Tu doutes toujours, demanda Élodie, un soir. C'est la nature humaine, répondis-je. Gai et logique, mais fragile. Alexandre, sentant le vent, ma voix, j'ai rechuté une fois. Un pari idiot. Mais j'ai arrêté. Honnêteté brute. Nous en parlâmes, comme des adultes, pas des ennemis. On se surveille mutuellement, proposa-t-il. Un pacte, scellé par une poignée de main. L'été nous réunit à Deauville, comme autrefois. Les garçons construisirent des châteaux de sable, Claire et Élodie discutèrent mode, et nous, les frères, marchâmes sur la plage, pieds nus dans l'écume. Merci pour le piège, dit-il soudain. Sans lui, je serais mort dedans. Le piège. Ce rendez-vous fatal chez les parents, qui avait tout déclenché. Et moi, merci pour la leçon, répliquai-je. Leçon de limite, de psychologie humaine poussée à l'extrême, quand la douleur forge ou détruit. La nuit, sous les étoiles normandes, je pensais à maman, son secret, un cadeau empoisonné qui nous avait sauvés. Papa, son silence, un amour tordu. Et nous? Des survivants, endettés non plus d'euros, mais d'humanité. L'automne 2026 enveloppa Paris d'une mélancolie dorée, les vendanges tardives parfumant l'air d'un Bourgogne précoce. Ma vie, jadis un échafaudage précaire, s'était solidifiée, cabinet florissant avec des contrats pour des HLM durables en Seine-Saint-Denis, Élodie enceinte de notre premier ou une fille, prédit l'écho. Alexandre, stabilisé à Lyon, visitait mensuellement, ses remboursements ponctuels comme un tic-tac rassurant. Dernier versement en décembre, annonça-t-il un midi, au téléphone. Faites-le avec un bon vin. La fête? Une dîner familiale au Marais, avec Claire désormais amie, et même confidente et les garçons,
grandi en véritable Duval, bâtard ou non. Oncle François, raconte l'histoire du fantôme de la maison, supplia Lucas, tandis que Théo roula des yeux adolescents. Le fantôme, notre métaphore pour les secrets enfouis. Je brodais, riant, mais intérieurement, la vigilance persistait. La psychologie humaine est un labyrinthe, un faux pas, et on retombe. Un soir de novembre, une crise, Alexandre appela en pleurs. J'ai perdu mon boulot. Détournement mineur, un collègue m'a piégé. Détournement. L'histoire se répétait-elle? Je filais à Lyon en Eurostar, le cœur serré. Il m'attendait au café du Perrache, mine défaite. C'est pas moi, François. Mais il croit. Preuve? Email falsifié, un alibi bancal. Je payais un avocat, 5 000 €, ironie, un prêt inversé. Pourquoi t'aider encore, demandai-je, amer. Il baissa les yeux. Parce que tu es mon frère. Le vrai. L'enquête traîna, mais l'innocence fut prouvée, un rival jaloux. Soulagement, mais leçon, la dette n'est jamais payée, elle mute. Alexandre déménagea à Paris, rejoignant mon cabinet comme assistant pour surveiller tes folies, plaisantai-je. Élodie approuva, ça boucle la boucle. Noël arriva, neigeux enfin. La maison du 7e, louée à des locataires, nous accueillit pour une veillée, guirlande, bûche, et la montre de papa au poignet d'Alexandre pour l'hôte, dit-il. Les garçons ouvrirent des cadeaux, Claire porta un toast à la famille, imparfaite mais nôtre. Imparfaite. Mot-clé. Le printemps 2027 apporta la naissance d'Emma, minuscule et hurlante, un cri de vie pure. Alexandre fut le premier parrain, berçant sa nièce avec une tendresse inédite. « Elle te ressemble » murmura-t-il. « Moi ? Ou toi ? » Spécial. Rire, larmes, le drama s'adoucissait en comédie humaine. Pourtant, un dernier twist, une recherche généalogique, impulsée par Théo pour un projet scolaire. On est tous liés, même sans sang. Résultat, une cousine éloignée, descendante de la danseuse. Alexandre la contacta, curieux. Pas de rancune, dit-il après. Juste curiosité. Curiosité. La clé qui avait ouvert nos chaînes. L'été nous vit à la campagne, près d'Étretat, falaises blanches, vent salé, et une paix conquise. Marchant avec Alexandre, je lâchai, le rendez-vous chez les parents. C'était cruel. Il hocha la tête. Nécessaire. Tu m'as forcé à regarder en face. En face. Le miroir de l'âme, quand la limite est atteinte, explosion ou renaissance. Paris reprit son cours, mais changé. Mon cabinet prospérait, Élodie rayonnait, les enfants grandissaient. Alexandre, sobre et fiable, devint oncle exemplaire. La dette fraternelle? Payée en actes, non en euros. Un soir, seul sur mon balcon, regardant la scène scintiller, je pensais, la vengeance est un feu d'artifice éblouissant, mais éphémère. Ce qui reste? Les cendres fertilisées pour un nouveau jardin. Et dans ce jardin, nous poussions, tordus mais vivants. Fin. Non, le drama de la vie n'en a pas, il se poursuit, logique et gai, jusqu'au dernier souffle.